On dit que la famille, c'est tout, mais parfois, la famille devient l'endroit où votre cœur se brise le plus. Le Noël dernier, je me suis retrouvée à fixer une bandelette de tests chimiques devenue rouge sang, la preuve que quelqu'un avait empoisonné notre repas de fête. Je n'aurais jamais imaginé que ma propre belle-fille essaierait de me faire du mal. Aujourd'hui, je vais vous raconter quelque chose que je n'aurais jamais pensé partager. Et si, ne serait-ce qu'une seconde, cela vous semble familier, je vous demande seulement d'aimer cette vidéo et de vous abonner. Cela m'aidera à continuer d'ouvrir mon cœur. Je m'appelle Hélène et j'ai 72 ans. Je vis dans un petit 2 pièces à Montreuil où le RER gronde sous ma fenêtre toutes les quelques minutes comme un battement de cœur mécanique. Les murs sont fins ici, si fins que je peux entendre Madame Garcia, ma voisine, regarder ses feuilletons, et le jeune couple à l'étage se disputer encore à propos d'argent. Parfois, je me demande s'ils peuvent m'entendre pleurer la nuit, mais je réalise ensuite que plus personne n'écoute vraiment. L'odeur de la nourriture de rue monte des vendeurs en bas. Des crêpes, des sandwichs grecs, cette douce odeur de marron chaud en hiver. Avant, cela me réconfortait. Tous ces bruits et ces odeurs de la ville. Ils me donnaient le sentiment d'être connecté à quelque chose de plus grand que ma solitude. Mais maintenant, même entouré de millions de personnes, je me sens plus seule que jamais. Moi qui ai grandi dans la ferme de ma grand-mère en Bourgogne. Ce matin a commencé comme tous les autres. Je me suis réveillée à 5h30, j'ai préparé mon café dans le même mug bleu ébréché que j'utilise depuis 20 ans, et je me suis assise près de la fenêtre à regarder le lever du soleil peindre les immeubles d'en face de teintes dorées et roses. Magnifique, mais vide en quelque sorte. Comme regarder la carte postale d'un endroit que vous ne visiterez plus jamais. Je remuais du sucre dans mon café quand mon téléphone a vibré. Un texto de mon fils, Michel. Mon cœur sursaute toujours un peu quand je vois son nom sur mon écran, même si je sais que cela signifie probablement qu'il a besoin de quelque chose. De l'argent, généralement, ou d'un service, ou les deux. Maman, Sophie veut s'occuper de la dinde cette année. Elle dit que tu devrais juste te détendre et être une invitée. N'apporte rien. On se voit à 15h. Juste comme ça. Sans me demander ce que j'en pensais. Sans reconnaître que je cuisine le repas de Noël pour cette famille depuis plus de 40 ans. Depuis que j'étais mariée au père de Michel, que son âme repose en paix. Depuis que Michel était un garçon qui volait des morceaux de peau de dinde quand il pensait que je ne regardais pas. J'ai posé le téléphone et j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas se briser, exactement. Plutôt comme une fêlure dans quelque chose que je croyais incassable. Vous voyez, cuisiner le repas de Noël n'était pas juste une tradition pour moi. C'était mon unique journée pour me sentir nécessaire. Utile. Importante. Le seul jour où tout le monde venait à moi, au lieu que ce soit moi, qui tende toujours la main vers eux. Où je pouvais remplir mon appartement des bruits et des odeurs de la famille, avec des rires résonnant sur ces murs solitaires. Mais Sophie, ma belle-fille depuis 15 ans, avait d'autres idées. Je suis allée dans ma chambre et j'ai sorti le vieil album photo de sous mon lit. La couverture en cuir est usée par les manipulations, et certaines pages collent ensemble maintenant. Il y a Michel bébé, les joues potelées couvertes de purée de marron. Il y a Daniel, mon défunt mari, découpant sa première dinde en tant que jeune marié, si fier et nerveux qu'il a failli laisser tomber la volaille entière. Nous voilà ensemble, tous les trois, quand Michel avait peut-être 8 ans, portant tous des pulls rouges assortis que j'avais tricotés cet hiver-là. Sur cette photo, je ris de quelque chose que Daniel a dit. Mes yeux sont brillants, vivants. Je touche la vitre qui couvre mon visage sur cette photo et je reconnais à peine la femme qui me regarde depuis le miroir de ma chambre. Quand suis-je devenue si petite? Quand mes épaules ont-elles commencé à se courber vers l'avant comme si j'essayais de disparaître en moi-même? J'ai fermé l'album et je l'ai serré contre ma poitrine. C'était l'époque où je comptais, où mon opinion valait quelque chose, où les gens écoutaient quand je parlais au lieu de vérifier leur téléphone ou de me couper la parole au milieu d'une phrase. L'appartement m'a semblé plus petit tout à coup, suffocant. J'avais besoin d'air, alors j'ai pris mon manteau et je suis descendue à l'épicerie du coin. Miguel, le propriétaire, m'a souri en me voyant. Il est l'une des rares personnes qui me traite encore comme une personne au lieu d'un dérangement. Madame Hélène,
Comment allez-vous aujourd'hui? Vous vous préparez pour Noël? Oh, vous savez. Réunion de famille. Je n'ai pas pu me résoudre à expliquer que j'avais été rétrogradée de chef à invité dans la tradition de ma propre famille. C'est bien. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête et j'ai acheté du lait dont je n'avais pas besoin, juste pour avoir une excuse pour parler à quelqu'un qui était content de me voir. En rentrant, je suis passée devant l'église où Daniel et moi nous sommes mariés il y a 48 ans. Les marches sont les mêmes, en pierre grise, usées par des décennies de mariés et de personnes en deuil. Je me suis assise là, un moment, en me souvenant. Daniel aurait compris. Il a toujours dit que Sophie avait un fond de froideur, même quand Michel l'a ramenée à la maison pour la première fois. « Méfie-toi de celle-là », m'avait-il murmuré après leur premier dîner de famille. Elle compte les points. Je pensais qu'il était surprotecteur. Jaloux, peut-être, de partager l'attention de Michel. Maintenant, je me demande s'il a vu quelque chose que j'étais trop optimiste pour remarquer. De retour dans mon appartement, j'ai essayé de donner un sens à ce nouvel arrangement. Sophie avait pris de plus en plus de décisions familiales au fil des ans, mais cela semblait différent. Plus délibéré, comme si elle m'effaçait petit à petit. J'ai pensé appeler Michel pour en parler, mais qu'aurais-je dit? Ta femme m'a blessée en voulant cuisiner? Cela semblait mesquin même à mes propres oreilles. Et je savais ce qu'il dirait de toute façon. Maman, tu réagis de manière excessive. Sophie veut juste aider. Tu devrais être reconnaissante. Reconnaissante, c'est ce que tout le monde attendait de moi. Reconnaissante pour les miettes d'attention qu'il me jetait. Reconnaissante pour les appels téléphoniques hâtifs et les visites obligatoires. Reconnaissante d'être incluse, tout simplement. J'ai passé le reste de la matinée à nettoyer mon appartement, même s'il était déjà impeccable. Quand on vit seul, il n'y a pas beaucoup de désordre à faire. Mais le nettoyage me donnait quelque chose à faire de mes mains, pendant que mon esprit ressassait la dernière offense de Sophie. La vérité, c'est que je me sens mise de côté depuis des années maintenant. Des petites choses, la plupart du temps. Des commentaires sur ma cuisine jugée trop lourde ou démodée. Des suggestions pour que je modernise mes recettes. Des yeux levés au ciel quand j'essayais de partager des histoires de famille avec mes petits-enfants. Mes traditions rejetées comme étant dépassées, mon expérience traitée comme sans importance. Mais ça, me retirer mon rôle de cuisinière de Noël de la famille, cela ressemblait à l'insulte finale. Je me souviens de la première fois que Michel a ramené Sophie à la maison pour dîner. Elle était assez polie, a complimenté mon rôti et m'a demandé la recette. Je pensais qu'elle voulait sincèrement apprendre de moi. J'ai passé des heures à lui enseigner les techniques de ma mère, à partager les petits secrets qui donnent à la nourriture le goût de l'amour. Comment assaisonner la sauce juste comme il faut? Pourquoi il faut laisser la dinde reposer avant de la découper? L'importance de cuisiner avec son cœur, pas seulement avec ses mains. Quelle idiote j'ai été. Au fil des ans, Sophie a commencé à améliorer mes recettes, ajoutant des ingrédients dont je n'avais jamais entendu parler, changeant des méthodes de cuisson qui fonctionnaient parfaitement depuis des décennies. Elle appelait ça mettre sa touche personnelle, mais j'avais l'impression qu'elle m'effaçait des traditions de ma propre famille. Et Michel prenait toujours son parti. Sophie essaie juste d'aider maman. Tu devrais apprécier qu'elle se soucie de faire de la bonne nourriture pour la famille. Apprécier. Reconnaissante. Ces mots ont commencé à apparaître dans chaque conversation à propos de Sophie. Comme si je devais la remercier de démanteler tout ce que j'avais construit. Le téléphone a sonné, me tirant de mes pensées. Le numéro de Michel à nouveau. « Salut, maman. Écoute, à propos de demain, Sophie voulait que je te dise de ne pas t'inquiéter d'apporter quoi que ce soit. Elle s'occupe de tout. Je fais toujours la sauce aux érelles, ai-je dit, détestant la petitesse de ma voix. C'est la recette de ma grand-mère. Sophie en a déjà acheté au magasin. La sorte bio et chic. Elle pensait que tu voudrais peut-être te reposer pour une fois. Me reposer. Comme si cuisiner pour ma famille était une sorte de fardeau dont j'avais besoin d'être soulagée, plutôt que la seule chose qui me faisait me sentir utile. Et la farce? Je pourrais au moins... Maman. Sa voix avait cette pointe d'agacement qu'elle prend quand il perd patience. Sophie s'occupe de tout. Viens juste et profite, d'accord? 15 heures précises.
La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. Je suis restée assise là, tenant le téléphone, me sentant comme si j'avais été effacée de la célébration de ma propre famille. 40 ans de repas de Noël. Et maintenant, j'étais juste une invitée de plus. Censée arriver les mains vides et reconnaissante pour les restes d'attention qu'ils décideraient de me jeter. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de penser à tous les sacrifices que j'avais faits au fil des ans. Pas seulement pour Noël, mais pour tout. Quand Michel grandissait, je travaillais à temps partiel dans un bureau d'assurance pour aider à payer ses études, même si le salaire d'ouvrier du bâtiment de Daniel suffisait à peine à couvrir nos factures. J'ai renoncé à mon rêve de devenir enseignante parce que les familles avaient besoin de mères présentes, disponibles, dévouées. J'ai soigné Daniel pendant ses problèmes cardiaques ces dernières années, gérant ses médicaments et ses rendez-vous chez le médecin, dormant dans un fauteuil à côté de son lit d'hôpital plus de nuits que je ne peux en compter. Après sa mort, c'est moi qui ai maintenu la famille unie. Celle que tout le monde appelait quand ils avaient besoin de soutien, de conseils, d'argent. Quand Michel a épousé Sophie, je l'ai accueillie à bras ouverts. Je les ai aidés avec l'apport pour leur première maison, 20 000 € de l'assurance vie que Daniel m'avait laissée. De l'argent que j'économisais pour ma propre retraite, mais la famille passe avant, n'est-ce pas? C'est ce qu'on m'a appris. J'ai payé les fêtes d'anniversaire de leurs enfants quand les temps étaient durs. J'ai gardé les enfants tous les week-ends pendant des années pour qu'ils puissent avoir des soirées en amoureux. Je ne me suis jamais plainte quand ils annulaient des projets à la dernière minute ou arrivaient avec des heures de retard pour les dîners de famille. Je souriais simplement, gardais la nourriture au chaud et faisais semblant que ça ne faisait pas mal. Même maintenant, vivant de ma petite retraite, je continue d'aider quand ils en ont besoin. Réparation de voitures, factures médicales imprévues, fournitures scolaires des enfants. Le mois dernier, je leur ai donné 800 € quand leur chauffe-eau est tombé en panne, de l'argent dont j'avais désespérément besoin pour mes propres médicaments. Mais qu'ai-je à montrer pour tout ce sacrifice? Un texto me disant que mon aide n'est plus nécessaire. Je me suis levée et je me suis fait une tisane, de la camomille pour calmer mes nerfs. En attendant que l'eau bouille, j'ai regardé le calendrier sur mon réfrigérateur. Octobre avait été un mois difficile. Mon anniversaire est passé avec juste un appel de Michel et une carte impersonnelle de Sophie. Pas de visite, pas de dîner ensemble, aucune reconnaissance du fait que j'avais vécu une année de plus, malgré la solitude qui menaçait de m'engloutir. Quand j'ai développé cette toux persistante en septembre, Sophie a suggéré que je voie un médecin sur mon temps libre, comme si ma santé était un inconvénient pour son emploi du temps. Michel n'a même pas posé de questions à ce sujet quand je l'ai mentionné lors d'un de nos brefs appels. Avant, il s'inquiétait quand j'étais malade. Maintenant, il semblait à peine le remarquer. La bouilloire a sifflé, un son aigu et urgent. J'ai versé l'eau sur mon sachet de thé et j'ai regardé la vapeur monter, disparaissant dans l'air froid de mon appartement. Comme tout le reste dans ma vie, beau un instant puis parti. Assise à ma petite table de cuisine, j'ai fait face à une vérité que j'évitais depuis des années. Je n'étais plus valorisée par ma famille. J'étais tolérée. Utilisée quand ils avaient besoin de quelque chose, ignorée quand ce n'était pas le cas. Une source pratique d'argent et de services de garde d'enfants, mais pas digne d'être incluse dans les décisions importantes ou les célébrations qui façonnaient la vie de notre famille. Le lendemain matin, le jour de Noël, je me suis réveillée avec une lourdeur dans la poitrine qui n'avait rien à voir avec la météo. J'ai pris une douche et j'ai mis la robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour les occasions familiales, celle que Sophie avait un jour qualifiée de trop classique. J'ai mis un peu de rouge à lèvres et j'ai brossé mes cheveux gris jusqu'à ce qu'ils aient l'air présentables. Dans le miroir, j'ai vu une femme essayant désespérément de compter dans un monde qui avait déjà décidé qu'elle ne comptait pas. Le trajet en RER jusqu'à la maison de Michel et Sophie à Saint-Germain-en-Laye a duré 1 heure et 20 minutes. 3 changements et une longue marche depuis la dernière station, portant un petit bouquet de fleurs que j'avais acheté bien qu'on m'ait dit de ne rien apporter. Je ne pouvais pas arriver les mains vides. Cela me semblait mal, comme admettre que j'étais vraiment aussi inutile qu'ils semblaient le penser. Leur maison m'a toujours un peu intimidée. Un pavillon cossu avec une pelouse parfaite et des voitures chères dans l'allée. Le genre de maison dont je rêvais quand Michel était petit,
à l'époque où Daniel et moi raclions les fonds de tiroir pour le loyer et faisions nos courses dans les friperies. J'étais fière que mon fils ait si bien réussi, même si je me sentais parfois comme une gêne mal fagotée dans leur monde étincelant. Sophie a ouvert la porte, portant un tablier de créateur sur une robe qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Son sourire était éclatant mais froid, comme un néon. « Hélène, tu es très élégante. Entre, entre. J'espère que tu as faim. J'ai cuisiné toute la matinée. » La maison sentait merveilleusement bon, je devais l'admettre. La dinde, les herbes et quelque chose de sucré qui cuisait au four. Mais ça ne sentait pas comme chez moi. Ça sentait comme un restaurant essayant d'imiter une cuisine réconfortante sans comprendre ce que le réconfort signifie vraiment. Michel m'a serré brièvement dans ses bras, distrait par quelque chose sur son téléphone. « Salut, maman. Sophie s'est vraiment surpassée cette année. Attends de voir le festin. » Mes petits-enfants, Emma et Léo, ont à peine levé les yeux de leurs jeux vidéo pour me saluer. Emma a 16 ans maintenant, plus intéressée par son petit ami et ses dossiers pour l'université que par le fait de passer du temps avec sa grand-mère. Léo a 12 ans et est encore adorable parfois, mais même lui semblait distant ces derniers temps, absorbé par son propre monde de sport et d'amis. Je me suis assise dans le salon pendant que Sophie s'affairait dans la cuisine, appréciant clairement d'être le centre de l'attention. Des parents et amis complimentèrent de sa cuisine, sa décoration, ses talents d'organisation. Je souriais et hochais la tête, me sentant invisible. « Hélène, tu dois être tellement détendue de ne pas avoir à cuisiner cette année, » a commenté l'une des amies de Sophie. « Sophie nous a dit qu'elle voulait te donner un peu de répit. »« Oh oui, » ai-je réussi à dire. « C'est un vrai plaisir. » Mais à l'intérieur, je me sentais vide. Ce n'était pas un plaisir, c'était une suppression. Quand nous nous sommes enfin assis pour manger, je me suis retrouvée au bout de la table, coincée entre Léo et une chaise vide. Sophie et Michel étaient assis aux deux extrémités, présidant comme un roi et une reine. La dinde était parfaitement dorée, les accompagnements magnifiquement disposés sur des plats de service assortis que je ne reconnaissais pas. Tout avait l'air professionnel, digne d'Instagram, et complètement sans âme. Sophie s'est levée pour porter un toast. « Je veux juste remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui. Michel et moi sommes si reconnaissants de partager ce repas avec vous tous. Je sais que je ne suis pas la cuisinière habituelle de cette famille, elle m'a jeté un regard qui aurait pu être un sourire d'excuse, mais j'espère que tout le monde appréciera la nourriture que j'ai préparée avec amour. La cuisinière habituelle. Comme si j'étais une employée qui avait été remplacée par quelqu'un de plus jeune et de meilleur. J'ai pris une bouchée de la farce et j'ai failli m'étouffer. C'était fade, pas assez assaisonné, rien à voir avec le plat riche et savoureux que j'avais perfectionné pendant des décennies. La sauce aux érelles était un gel acheté en magasin, sucré et artificiel. La sauce était trop épaisse et avait le goût d'une préparation en sachet. Mais tout le monde s'est extasié. « Sophie, c'est délicieux. Tu es une cuisinière tellement incroyable. » « Hélène, tu dois être si fière d'avoir une belle-fille aussi talentueuse. » J'ai souri et hoché la tête, et je suis morte un peu plus à l'intérieur à chaque compliment. Après le dîner, alors que les autres regardèrent le football ou jouaient avec leur téléphone, j'ai proposé d'aider à débarrasser. Sophie m'a fait signe de m'asseoir. « Oh non, Hélène, repose-toi. Je m'en occupe. » Alors je suis restée assise là, inutile et ignorée, pendant que ma remplaçante prenait en charge le dernier rôle qui me faisait me sentir importante. C'est alors que j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Sophie était très prudente avec les restes, en particulier la farce. Elle en a gratté la plus grande partie dans le broyeur d'évier au lieu de la conserver, ce que j'ai trouvé être du gaspillage. Quand je lui ai posé la question, elle a dit que ça ne se conserverait probablement pas bien. Quelque chose me chiffonnait à propos de cette farce. Le goût n'allait pas seulement fade, mais anormal, trop amer sous les herbes. Je cuisinais depuis assez longtemps pour reconnaître quand quelque chose n'allait pas dans un plat. Plus tard, alors que tout le monde était distrait par le match, je me suis retrouvée seule dans la cuisine un instant. Il restait encore de la farce dans le plat de service, et ce sentiment lancinant ne me quittait pas. J'ai pensé à mes anciennes journées de bénévolat au centre de santé communautaire de Bobigny, où j'avais aidé à tester la qualité de l'eau dans les écoles locales.
J'avais encore quelques-unes de ces bandelettes de tests chimiques quelque part dans mon sac à main. Je les transportais depuis des mois, ayant l'intention de les jeter mais ne le faisant jamais. Presque sans réfléchir, j'en ai sorti une et l'ai trempée dans les restes de la farce. La bandelette est devenue rouge foncé immédiatement. Mes mains se sont mises à trembler. Le rouge signifiait la présence de quelque chose qui ne devrait pas être là. Quelque chose de toxique. J'ai refait le test pour être sûr, avec le même résultat. Quelqu'un avait empoisonné la farce. Et étant donné que Sophie avait insisté pour tout cuisiner seule, avait été secrète sur ses préparatifs et avait jeté la plus grande partie. J'ai laissé tomber la cuillère de service en céramique que je tenais. Elle s'est brisée contre le carrelage de la cuisine avec un bruit d'os qui se casse. « Tout va bien là-dedans » a crié Michel depuis le salon. « Juste maladroite » ai-je répondu, ma voix se brisant. J'ai balayé les morceaux avec des mains tremblantes, mon esprit tournant à toute vitesse. Sophie avait-elle vraiment essayé de m'empoisonner? Cela semblait impossible, comme quelque chose sorti d'un film plutôt que de la vie réelle. Mais la preuve était là, dans mes mains, une bandelette de test rouge sang qui ne pouvait pas mentir. Peut-être qu'elle n'avait pas l'intention de blesser tout le monde. Peut-être que c'était juste moi qu'elle voulait voir disparaître. Je me suis souvenu comment elle m'avait encouragée à prendre des portions supplémentaires de la farce, comment elle avait semblé déçue quand j'y avais à peine touché. J'ai tenu bon le reste de la soirée, souriant, hochant la tête et prétendant que rien ne s'était passé. Mais à l'intérieur, je m'effondrais. La femme que j'avais accueillie dans ma famille, la femme que j'avais aidée, soutenue et aimée comme ma propre fille, avait essayé de m'empoisonner. Le trajet en train pour rentrer m'a semblé interminable. Chaque arrêt, chaque retard, me donnait plus de temps pour réfléchir à ce que j'avais découvert. Au moment où j'ai atteint mon appartement, j'étais épuisée, le cœur brisé et plus en colère que je ne l'avais été depuis des années. Je me suis assise dans ma cuisine avec la bandelette de test sur la table devant moi, preuve d'une trahison si profonde qu'elle m'en coupait le souffle. Toutes ces années à être mises de côté, rejetées, remplacées, tout cela avait mené à ça. Sophie ne voulait pas seulement me sortir de la cuisine, elle me voulait partie pour de bon. J'ai pleuré cette nuit-là pour la première fois depuis les funérailles de Daniel. Pas seulement des larmes de tristesse, mais des larmes de colère. Des larmes furieuses pour chaque offense, chaque rejet, chaque fois qu'on m'avait fait sentir que j'en demandais trop, alors que tout ce que je voulais, c'était compter pour ma propre famille. Mais sous la colère, il y avait autre chose. Une petite flamme de détermination qui grandissait. Si Sophie pensait qu'elle pouvait se débarrasser de moi si facilement, elle avait tort. Si ma famille pensait que j'allais simplement m'éteindre en silence, ils se trompaient lourdement. Je n'étais pas encore prête à disparaître. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai fait mon café, je me suis assise près de ma fenêtre et j'ai pris une décision. J'allais confronter Sophie à propos de ce que j'avais trouvé. Pas d'accusation ni de drame, juste la vérité exposée clairement. J'ai d'abord appelé Michel, lui demandant de me retrouver dans un lieu neutre, le café du centre-ville où nous allions quand il était à l'université et avait besoin de parler de ses problèmes. Il a semblé surpris, mais a accepté. Quand il est arrivé, il avait l'air fatigué et un peu sur la défensive, comme s'il savait déjà que cette conversation ne serait pas agréable. « Maman, j'espère que tu ne vas pas te plaindre d'hier. Sophie a travaillé très dur pour ce dîner. » J'ai sorti la bandelette de test de mon sac et l'ai posée sur la table entre nous. « Michel, j'ai besoin que tu regardes ça. » Il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que c'est? » C'est une bandelette de test chimique. Je l'ai utilisée sur la farce hier. Cette couleur signifie qu'il y avait quelque chose de toxique dans la nourriture que Sophie a servie. Son expression est passée de la confusion à l'incrédulité, puis à la colère en quelques secondes. « Maman, c'est de la folie. Tu accuses Sophie d'essayer d'empoisonner les gens? Tu t'entends dire des choses aussi folles? Je n'accuse personne de rien. Je te montre la preuve que quelque chose n'allait pas avec cette nourriture, quelque chose de dangereux. Ces bandelettes sont probablement périmées depuis des années. Ou tu les as mal utilisées? Sophie ne ferait jamais. » Il s'est arrêté, secouant la tête. « Je n'arrive pas à croire que tu puisses même suggérer une chose pareille.
Ta femme me pousse hors de cette famille depuis des années, Michel. Hier n'était que l'aboutissement. Te pousser dehors? Maman, tu es dans le drame. Sophie te respecte. Elle voulait te soulager de la cuisine, et tu as transformé ça en une sorte de complot. J'ai regardé mon fils, vraiment regardé, et j'ai vu un homme qui avait choisi le confort de sa femme au détriment du bien-être de sa mère, qui avait décidé qu'il était plus facile de rejeter mes inquiétudes que de considérer qu'elles pourraient être valides. Quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour parler? Ai-je demandé doucement. Pas parce que tu avais besoin de quelque chose, mais juste parce que tu voulais entendre ma voix. Il s'est agité, mal à l'aise. Je t'appelle tout le temps. Tu appelles quand tu as besoin d'argent. Quand tu as besoin d'une babysitter. Quand Sophie t'envoie délivrer un message qu'elle ne veut pas me donner elle-même. Quand est-ce que tu m'as demandé pour la dernière fois comment j'allais? Il a hésité, et j'ai vu une lueur de culpabilité traverser son visage avant que la défensive ne revienne. Écoute, maman, on est occupé. Les enfants ont leurs activités, Sophie a son travail, je travaille 60 heures par semaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne se soucie pas de toi. Vraiment? Nous sommes restés en silence un moment. Puis Michel a tendu la main sur la table et a couvert la mienne. Maman, je pense que tu es peut-être déprimée. Seule. Tu devrais peut-être parler à quelqu'un. Un professionnel. La voilà. La suggestion douce que j'étais le problème. Que mes sentiments blessés et mes préoccupations légitimes n'étaient que les symptômes d'une instabilité mentale qui pouvait être réparée avec une thérapie et des médicaments. J'ai retiré ma main. Je ne suis pas déprimée, Michel. Je suis éveillée. Pour la première fois depuis des années, je vois clairement. Tu vois quoi? Que j'ai eu si peur de te perdre que je me suis laissée traiter comme si je ne comptais pas. Que j'ai donné et encore donné, et que tout ce que j'ai obtenu, c'est d'être poussé de plus en plus en marge de ta vie. Il n'a pas nié. Il ne pouvait pas, parce que c'était vrai. J'ai quitté le café ce jour-là en sachant que je ne pouvais pas compter sur mon fils pour me protéger ou même pour me croire. Quoi qu'il se passe dans ma famille, j'allais devoir gérer ça seule. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suis allée voir un avocat. La maison de la justice et du droit était en ville. Un endroit qui aidait les personnes âgées avec des problèmes qu'elles ne pouvaient pas se permettre de résoudre seules. J'ai expliqué la situation à une jeune femme nommée Maria, lui montrant la bandelette de test et décrivant le schéma d'isolement et d'exploitation financière que je subissais. « Madame Dubois, » dit-elle doucement, « avez-vous d'autres preuves de cette prétendue tentative d'empoisonnement? Des témoins, peut-être? » Non. Tout le monde était dans le salon quand j'ai testé la nourriture. Et la bandelette elle-même, quel âge a-t-elle? Quand a-t-elle été calibrée pour la dernière fois? J'ai admis que je n'étais pas sûre. Les bandelettes traînaient dans mon sac depuis des mois, peut-être plus. Maria était gentille, mais réaliste. Sans preuve plus concrète, il serait très difficile de prouver un empoisonnement intentionnel. Ces bandelettes de test n'ont pas de valeur légale, et leur précision diminue avec le temps. Cependant, si vous ne vous sentez pas en sécurité avec les membres de votre famille, nous pouvons discuter de mesures de protection. Des mesures de protection, des ordonnances restrictives, si nécessaire, des changements à votre testament ou à vos comptes bancaires pour éviter l'exploitation, la documentation des incidents au cas où vous auriez besoin d'établir un schéma de maltraitance plus tard. Le mot maltraitance m'a frappé comme un coup de poing. Était-ce de cela qu'il s'agissait? Avais-je été si concentrée sur le maintien de l'unité de ma famille que j'avais échoué à reconnaître que j'étais maltraitée? J'ai quitté le bureau de l'avocate avec des brochures sur la maltraitance des personnes âgées et une liste de ressources pour les seniors en crise. Le chemin du retour m'a semblé différent, comme si je voyais mon quartier avec de nouveaux yeux. D'autres femmes âgées marchant lentement, portant des courses, l'air fatigué et invisible. Combien d'entre elles vivaient quelque chose de similaire? Combien étaient rejetées par des familles qui les voyaient comme des fardeaux, plutôt que comme des êtres humains méritant amour et respect? Ce soir-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai vraiment examiné ma situation financière pour la première fois depuis des mois. Entre l'argent que j'avais donné à Michel et Sophie au fil des ans et mes propres frais de subsistance, mes économies étaient dangereusement basses.
S'il m'arrivait quelque chose, si je tombais malade, ou si j'avais besoin de soins, je n'aurais pas assez d'argent pour prendre soin de moi. J'avais tant donné pour assurer la sécurité financière de ma famille que j'avais ignoré la mienne. Les jours suivants se sont écoulés tranquillement. Michel n'a pas appelé, ce qui n'était pas surprenant. Sophie n'a certainement pas cherché à me joindre. J'ai été surprise de réaliser que leur silence ne me faisait pas aussi mal que je l'avais prévu. Au contraire, j'ai ressenti quelque chose comme un soulagement. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas que mon téléphone sonne, espérant une miette d'attention de la part de personnes qui me voyaient comme une obligation plutôt qu'une personne avec qui elles voulaient vraiment passer du temps. J'ai commencé à me promener dans le quartier, à l'explorer vraiment pour la première fois depuis que j'avais déménagé dans cet appartement après la mort de Daniel. J'avais été tellement concentrée sur les besoins de ma famille que je n'avais jamais pris la peine de me construire une vie propre ici. Il y avait un centre social à 6 rues de là qui proposait des cours pour les seniors. Art-thérapie, club de lecture, cours de cuisine, formation informatique. Tout un monde de gens de mon âge qui menaient des vies pleines et engageantes au lieu de s'asseoir en attendant que leurs enfants se souviennent qu'ils existaient. Je me suis inscrite à un cours d'aquarelle qui avait lieu 2 fois par semaine. L'instructrice, Martine, avait à peu près mon âge et possédait le genre de confiance que j'avais perdu en cours de route. Elle traitait les élèves comme des adultes avec des expériences et des perspectives précieuses, pas comme des enfants âgés qu'il fallait gérer. « Qu'est-ce qui vous attire dans la peinture, Hélène ?» a-t-elle demandé lors de mon premier cours. « Je ne sais pas, ai-je admis. J'adorais l'art quand j'étais jeune, mais j'ai abandonné quand je me suis mariée. Les responsabilités familiales, vous savez. Eh bien, vous êtes là maintenant, a-t-elle dit simplement. C'est ce qui compte. C'était une si petite chose, mais cela m'a semblé révolutionnaire. Quelqu'un s'intéressait à ce que je voulais, à ce qui m'apportait de la joie, sans aucune attente de ce que je pouvais faire pour eux en retour. J'ai commencé à passer plus de temps au centre social, rejoignant le club de lecture et me portant volontaire pour aider à leur collecte de nourriture pour les fêtes. Les gens là-bas me connaissaient, comme Hélène l'aquarelliste, Hélène qui apportait toujours un excellent gâteau au café aux réunions du club de lecture, Hélène qui avait des opinions bien arrêtées sur la fiction contemporaine. Pas Hélène le distributeur de billets, ou Hélène la babysitter gratuite, ou Hélène dont les sentiments n'importaient pas tant qu'elle restait silencieuse. 3 semaines après Noël, Michel a finalement appelé. « Maman, Sophie a demandé de tes nouvelles. Elle s'inquiète parce que tu ne réponds pas à ses textos. Je n'avais même pas réalisé que Sophie m'avait envoyé des textos. J'étais devenue si habituée à être ignorée que j'avais cessé de vérifier les messages de ma famille. J'ai été occupée, ai-je dit. Occupée à quoi? Quelque chose dans son ton m'a agacée. La surprise, comme s'il ne pouvait pas imaginer ce avec quoi sa vieille mère pouvait bien être occupée. Je prends des cours d'art. Et j'ai rejoint un club de lecture. Je fais du bénévolat au centre social. C'est super, maman. Vraiment super. Mais Sophie espérait que tu pourrais garder Léo ce week-end. Ils ont une soirée de travail. La voilà. La vraie raison de l'appel. Ils avaient besoin de quelque chose de moi, alors soudainement mon bien-être importait. Je suis désolée, Michel. J'ai des projets ce week-end. Des projets? Maman, ce n'est que pour quelques heures. Et Léo veut vraiment te voir. L'ancienne moi aurait annulé tout ce que je faisais pour aider. L'ancienne moi se serait sentie coupable d'avoir des projets qui entraient en conflit avec les besoins de ma famille. Mais cette nouvelle personne que je devenais, elle avait des priorités différentes. J'ai dit que je ne pouvais pas, Michel. Je suis sûre que vous trouverez une autre solution. Le silence s'est étiré entre nous. Je pouvais presque l'entendre essayer de comprendre cette version inconnue de sa mère habituellement si accommodante. Est-ce que c'est à propos de Noël? Parce que Sophie voulait vraiment juste aider. J'ai raccroché. C'était à la fois terrifiant et exaltant, comme sauter d'une falaise et découvrir qu'on pouvait voler. Mon téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Cette fois, c'était Sophie. « Hélène? Michel m'a dit que tu es contrariée par quelque chose. Je pense que nous devons parler. » Sa voix avait ce ton soigneusement contrôlé qu'elle utilisait lorsqu'elle essayait de gérer une situation. La même voix qu'elle utilisait probablement avec des clients difficiles à son travail de marketing.
Je ne pense pas que nous ayons grand-chose à nous dire, Sophie. Bien sûr que si. Nous sommes une famille. Et je m'inquiète pour toi. Michel dit que tu agis étrangement, que tu ne veux pas aider avec Léo, que tu inventes des histoires sur la nourriture à Noël. J'invente des histoires? Hélène, tu m'as accusé d'essayer de t'empoisonner. C'est une accusation très grave à porter sans preuve. Une preuve. Comme si la bandelette de test rouge foncé n'était pas une preuve suffisante. Comme si des années d'exclusion et de mépris systématique n'étaient pas la preuve d'un schéma. Tu as raison, Sophie. Je n'ai pas le genre de preuve qui tiendrait devant un tribunal. Mais je sais ce que j'ai testé et je sais ce que cette couleur signifie. Ces bandelettes auraient pu être défectueuses, ou contaminées, ou peut-être que tu as fait une erreur. Peut-être que tu as fait l'erreur de penser que je garderais le silence à ce sujet. Un autre silence. Quand elle a repris la parole, sa voix était plus froide. Je pense que tu as besoin d'une aide professionnelle, Hélène. Cette paranoïa, cette hostilité, ce n'est pas sain. Et ce n'est pas juste pour Michel et les enfants. Paranoïa, hostilité, les mêmes mots que les abuseurs utilisent toujours pour discréditer leurs victimes. J'avais lu ça dans ces brochures du bureau de l'avocate. Ce qui n'est pas juste, ai-je dit doucement, c'est la façon dont tu m'as traité pendant 15 ans. Ce qui n'est pas juste, c'est de prendre mon argent, mon aide et mon amour, et de ne me donner rien d'autre que du mépris en retour. Je n'ai jamais... Ce qui n'est pas juste, ai-je continué, ma voix se faisant plus forte, c'est d'essayer de m'effacer des traditions de ma propre famille et de s'attendre ensuite à ce que je sois reconnaissante pour le privilège d'être ignorée. Tu es dans le drame. Ce qui n'est pas juste, c'est ce que tu as mis dans cette farce qui a fait virer ma bandelette de test au rouge. Cette fois, le silence était différent. Plus long, plus prudent. « Je ne sais pas ce que tu penses prouver », a dit Sophie finalement. « Mais si tu continues à faire ces accusations, je vais devoir limiter ton contact avec les petits-enfants. Je ne veux pas qu'ils soient exposés à ce genre d'instabilité. La voilà. La menace que je redoutais depuis des années. L'arme ultime dans son arsenal. Ma relation avec Emma et Léo tenue en otage pour assurer ma conformité. Sophie, ai-je dit, et ma voix était aussi stable qu'un roc. Si tu essaies de m'éloigner de mes petits-enfants en te basant sur des mensonges et de la manipulation, je me battrai contre toi avec tout ce qu'il me reste. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. La semaine suivante, j'ai vécu dans une étrange sorte de paix. Pas d'appel exigeant mon temps, mon argent ou mes services. Pas de texto avec des culpabilisations passives-agressives. Pas d'urgence familiale qui nécessitait d'une manière ou d'une autre mon aide financière immédiate. Juste moi, mes aquarelles, le livre que je lisais pour le club de lecture et la satisfaction tranquille d'une vie vécue selon mes propres termes. Mais je savais que ça ne pouvait pas durer. Les familles comme la mienne n'abandonnent pas le contrôle si facilement. La confrontation a eu lieu un samedi matin froid de décembre. Je me préparais pour mon cours d'art quand quelqu'un a frappé à ma porte. À travers le Judas, j'ai pu voir Michel, Sophie et les 2 enfants debout dans mon couloir. J'ai ouvert la porte, mais j'ai gardé la chaîne de sécurité en place. « Maman, on doit parler, » a dit Michel. « Alors parlez. On peut entrer ?» Il gèle dehors. J'ai regardé Emma et Léo, tous 2 emmitouflés dans des manteaux d'hiver coûteux, tous 2 ayant l'air mal à l'aise et confus. Ils ne méritaient pas d'être utilisés comme des armes dans cette guerre entre adultes, mais je n'allais pas laisser mon inquiétude pour eux prendre le pas sur mon besoin de me protéger. « De quoi voulez-vous parler ?» ai-je demandé à travers l'entrebâillement de la porte. « Ça a assez duré, maman. Sophie a été patiente, mais tes accusations et ton comportement affectent toute la famille. Les enfants demandent pourquoi mamie Hélène ne veut plus nous parler. Je parlerai à Emma et Léo quand ils le voudront. Ta femme est une autre histoire. Maman, s'il te plaît, laisse-nous juste entrer et on pourra arranger ça. » J'ai regardé leur visage, l'impatience frustrée de Michel, le calcul froid de Sophie, la confusion des enfants, et j'ai réalisé quelque chose d'important. Je ne voulais pas arranger ça. Pas si arranger ça signifiait revenir à la situation d'avant, où j'acceptais des miettes et appelais ça de l'amour. « Michel, est-ce que tu me crois à propos de la farce ?»
Il a jeté un regard à Sophie avant de répondre. Maman, je pense que tu crois ce que tu dis, mais ces bandelettes de test ne sont pas une preuve fiable de quoi que ce soit. Est-ce que tu crois que ta femme a essayé de m'empoisonner? Bien sûr que non. C'est ridicule. Alors nous n'avons rien à arranger. Sophie s'est avancée. Hélène, j'ai amené les enfants ici parce qu'ils te manquent. Mais si tu n'es pas disposée à avoir une conversation raisonnable, si tu continues à faire ces accusations paranoïaques, alors je pense qu'il est préférable que nous limitions le contact jusqu'à ce que tu obtiennes l'aide dont tu as besoin. De quel genre d'aide penses-tu que j'ai besoin, Sophie? Clairement, tu souffres de dépression, peut-être d'un début de démence. Ces théories du complot, cette hostilité... Arrête. Ma voix a tranché son évaluation clinique comme une lame. N'ose pas essayer de me faire croire que je suis mentalement incompétente juste parce que j'ai enfin commencé à me défendre. Maman, a dit Michel, jetant un regard nerveux au voisin qui pourrait écouter, tu fais une scène. Ah oui? Parce que de mon point de vue, la scène, ce sont 3 adultes utilisant 2 enfants comme boucliers pendant qu'ils essaient de manipuler une femme âgée pour qu'elle accepte la maltraitance. Le masque soigneusement composé de Sophie a glissé un instant, révélant quelque chose de laid en dessous. Tu es ridicule. Personne ne te maltraite. Prendre mon argent tout en m'excluant des décisions familiales, ce n'est pas de la maltraitance. On n'a jamais demandé cet argent. Tu l'as offert. M'isoler de mes petits-enfants quand je ne me plie pas à tes exigences, ce n'est pas de la maltraitance? On essaie de les protéger de l'instabilité. Tenter de m'empoisonner, ce n'est pas de la maltraitance? Je n'ai jamais. Sophie s'est arrêtée, mais pas avant que je voie la lueur de panique dans ses yeux. Léo a tiré sur le manteau de sa mère. « Maman? De quoi parle mamie? Quel poison? » Le visage de Sophie est devenu blanc. Michel a regardé de l'un à l'autre, commençant enfin à comprendre que quelque chose de plus grave se passait ici que des sentiments blessés et un drame familial. « Sophie, a-t-il dit lentement. De quoi parle-t-elle? De rien. Ta mère a des délires paranoïaques. On devrait y aller. » Mais Léo n'était pas facile à écarter. Il avait 12 ans maintenant, assez grand pour comprendre que les adultes mentaient parfois pour le protéger de choses qu'il devait savoir. « Mamie Hélène, quelqu'un a essayé de t'empoisonner? » J'ai baissé les yeux sur mon petit-fils à travers l'entrebâillement de la porte, ce gentil garçon qui m'appelait encore à mon anniversaire et m'envoyait des dessins qu'il faisait en cours d'art plastique. Il méritait la vérité, même si les adultes de sa vie préféraient des mensonges confortables. Je le pense, mon chéri. Au repas de Noël. Qui ferait ça? La question était restée en suspens dans l'air comme la fumée d'un incendie, visible, toxique et impossible à ignorer. Sophie a attrapé le bras de Léo. On s'en va. Maintenant. Non, attends, a dit Michel. Maman, montre-moi encore ces bandelettes de test. Michel, n'encourage pas ça. Montre-moi les bandelettes, maman. J'ai regardé mon fils, vraiment regardé, et j'ai vu quelque chose que j'avais espéré sans oser m'y attendre. Le doute. La première fissure dans sa foi absolue en l'innocence de sa femme. Attendez ici, ai-je dit. Je suis revenue avec les bandelettes de test et les brochures de la Maison de la Justice et du Droit, les passant à travers l'entrebâillement de la porte. Michel a examiné les bandelettes tachées de rouge pendant que Sophie essayait d'éviter de les regarder. Elle pourrait être défectueuse, a-t-il dit, mais sa voix manquait de conviction. Elle pourrait l'être, ou elle pourrait être précise. « Maman » a-t-il dit doucement. « Si tu crois vraiment que quelqu'un a essayé de t'empoisonner, pourquoi n'as-tu pas appelé la police? » Parce que je n'étais pas sûre. Parce que je ne voulais pas le croire. Parce que j'avais peur que tu la choisisses de toute façon. La vérité de cette dernière déclaration nous a tous frappés en même temps. Pas seulement la possibilité que Sophie ait pu faire quelque chose de terrible, mais la vérité plus profonde que j'avais été conditionnée à m'attendre à ce que mon propre fils donne la priorité au confort de quelqu'un d'autre plutôt qu'à ma sécurité. Emma a parlé pour la première fois. « Papa, je peux voir ça? » Elle avait 16 ans, en terminale avec spécialité physique-chimie, assez intelligente pour comprendre ce qu'elle regardait. Michel lui a tendu les bandelettes à contre-cœur. « Ça teste les métaux lourds et les toxines, dit-elle lentement.
Si ça a viré à ce rouge, il y avait vraiment quelque chose dans la nourriture qui n'aurait pas dû y être. Sophie a arraché les bandelettes. Emma, ces trucs sont vieux et peu fiables. Ta grand-mère est confuse. Je ne suis pas confuse. J'ai regardé directement Sophie à travers l'entrebâillement. Je sais exactement ce qui s'est passé à Noël. La question est de savoir si ma famille va continuer à prétendre que ce n'est pas arrivé. C'est de la folie, a dit Sophie, mais sa voix tremblait maintenant. Michel, on s'en va. Je ne vais pas rester ici à me faire accuser de tentative de meurtre par une vieille femme sénile. Je ne suis pas sénile, ai-je dit calmement. Et vous ne partirez pas tant que nous n'aurons pas terminé cette conversation. Tu ne peux pas nous retenir ici. C'est vous qui êtes venue à ma porte, Sophie. Tu as amené mes petits-enfants ici pour me manipuler afin que j'accepte ta maltraitance. Tu ne pars pas avant d'avoir expliqué pourquoi cette farce a été testée positive aux toxines. Michel fixait sa femme avec une suspicion croissante. Sophie, réponds juste à la question. Qu'as-tu mis dans la farce? Rien. J'ai suivi la recette à la lettre. Quelle recette? Qu'est-ce que tu veux dire? Quelle recette as-tu utilisée? Une que tu as trouvée en ligne? Une d'un livre de cuisine. Ou l'as-tu inventée au fur et à mesure? Le sang-froid de Sophie se fissurait. Je ne me souviens pas exactement. J'ai combiné quelques idées différentes. Quels ingrédients as-tu utilisés? Les choses habituelles. Du pain, du céleri, des oignons, des herbes. Quelles herbes? Je ne sais pas. Ce qu'il y avait dans le placard à épices. Léo a levé les yeux vers sa mère avec confusion. Maman, pourquoi tu ne te souviens pas de ce que tu as mis dans la nourriture? Cette question innocente de son propre enfant a semblé briser quelque chose en Sophie. Sa façade soigneusement entretenue s'est effondrée, laissant derrière elle quelque chose de brut et de désespéré. « Très bien, » dit-elle, sa voix acérée par la colère. « Vous voulez la vérité? J'ai peut-être fait une erreur avec les ingrédients. J'essayais quelque chose de nouveau, et j'ai peut-être ajouté quelque chose qui n'avait rien à y faire. Mais ce n'était pas intentionnel, et ce n'était certainement pas du poison. Qu'as-tu ajouté? Ai-je demandé. Le silence s'est étiré entre nous. La respiration de Sophie était rapide, paniquée. Michel la fixait comme s'il ne l'avait jamais vue auparavant. « Sophie, » dit-il doucement, « qu'as-tu mis dans la farce? » C'était un accident. Casse. Tu. Miss. Dans. La. Farce. Elle a craqué. De la mort au rat, d'accord? Je pensais que c'était un pot d'épices. J'ai ajouté peut-être une demi-cuillère à café avant de réaliser mon erreur, et à ce moment-là, la farce était déjà mélangée et je ne pouvais pas la retirer. Mais c'était une toute petite quantité, pas assez pour vraiment blesser quelqu'un. Les gens n'auraient probablement même pas remarqué. L'aveu a frappé comme un coup de foudre. Emma a eu un hoquet de surprise. Léo a reculé d'un pas, s'éloignant de sa mère. Le visage de Michel est devenu gris. « Tu as mis de la mort au rat dans la nourriture ?» a dit Michel lentement, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire les mots qui sortaient de sa bouche. « C'était un accident? Et tu l'as servi quand même? C'était juste une toute petite quantité. Tu as servi de la nourriture avec de la mort au rat à ta famille, à tes enfants. J'allais la jeter. Mais ensuite tout le monde arrivait, et je n'avais pas le temps d'en faire une autre. Et j'ai pensé que si je servais juste de petites portions, ça irait. Tu as pensé que ça irait de donner du poison à tes enfants? » Sophie pleurait maintenant, des sanglots laids qui secouaient son extérieur parfaitement composé. « Vous ne comprenez pas la pression que je subissais. Hélène a toujours fait des dîners parfaits, et tout le monde comparait tout ce que je cuisinais à ses recettes, et je voulais juste prouver que je pouvais faire mieux. Quand j'ai réalisé que j'avais fait l'erreur, j'ai paniqué. J'ai pensé que peut-être personne ne remarquerait, ou peut-être que ça aurait juste un goût un peu bizarre et que je pourrais mettre ça sur le compte d'une nouvelle recette. « Maman, » a dit Emma, sa voix petite et horrifiée. « On a tous mangé de cette farce. Juste un petit peu. Et vous allez tous bien, n'est-ce pas? Personne n'est tombé malade. »« Parce que j'en ai à peine mangé, » ai-je dit. « Parce que quelque chose avait un goût bizarre et que j'ai fait confiance à mon instinct. Combien en ont eu les autres? » Michel réfléchissait,
se souvenant. Léo en a eu 2 portions. Emma en a eu un peu. J'en ai eu un peu. Tu nous as tous encouragés à en goûter, surtout Léo parce qu'il n'aime généralement pas la farce. Oh mon Dieu, a murmuré Sophie. Léo, mon chéri, est-ce que tu te sens bien? Tu t'es senti malade du tout depuis Noël? Léo fixait sa mère avec une expression que je n'avais jamais vue sur son jeune visage. Trahison, confusion, peur. Tu m'as empoisonné? C'était un accident. Mais tu me l'as donné quand même. Sophie a tendu la main vers lui, mais il a reculé, se rapprochant de l'espace de son grand-père à quelques centimètres de la porte. Léo, mon cœur, je ne te ferai jamais de mal intentionnellement. Tu savais qu'il y avait du poison dans la nourriture et tu me l'as donné quand même. La simplicité de la logique d'un enfant a traversé toutes les rationalisations et excuses de Sophie. Elle savait que la nourriture était contaminée et elle l'avait servie à sa famille plutôt que d'admettre son erreur. Emma pleurait maintenant aussi, mais ses larmes étaient de colère. « Maman, comment as-tu pu faire ça? Et si on était tombé vraiment malade? Et si on était mort? Vous n'alliez pas mourir d'une si petite quantité? Tu n'en sais rien. » La voix de Michel montait. « Tu n'es ni médecin ni chimiste. Tu n'avais aucune idée de ce que cette quantité de poison pouvait nous faire, surtout aux enfants. J'ai fait des recherches sur Internet. Tu as fait des recherches? Donc tu savais que c'était dangereux et tu l'as servi quand même? » L'histoire de Sophie s'effilochait en temps réel. Ce qui avait commencé comme des affirmations d'accident et de panique se révélait être des décisions calculées pour couvrir une erreur potentiellement mortelle. « Michel, s'il te plaît, tu dois comprendre. » « Je comprends parfaitement. Tu as mis du poison dans notre nourriture, tu l'as servi à nos enfants, et ensuite tu as essayé de faire croire à ma mère qu'elle devenait folle quand elle a découvert ce que tu avais fait. Je n'ai jamais dit qu'elle était folle. Tu as dit qu'elle était paranoïaque, délirante, en pleine crise. Tu as essayé d'utiliser ces accusations pour la faire déclarer mentalement incompétente. J'essayais de protéger la famille du scandale. Tu essayais de te protéger des conséquences. J'ai observé cette confrontation se dérouler avec un mélange de justification et de chagrin. J'avais eu raison à propos du poison, mais avoir raison n'effaçait pas les années de manipulation psychologique. Ne réparait pas les dommages causés à ma relation avec mon fils et mes petits-enfants. Ne me rendait pas le respect et la confiance que j'avais perdus. Emma a été la première à briser le terrible silence qui a suivi l'accusation de Michel. « Papa, je veux aller chez mamie Hélène. » « Emma, ma chérie, ce n'est pas nécessaire. Je ne me sens pas en sécurité avec maman en ce moment. Elle nous a donné du poison et a ensuite menti à ce sujet. Et si elle refaisait quelque chose comme ça? » Sophie sanglotait ouvertement maintenant. « Emma, s'il te plaît, je ne te ferai jamais de mal intentionnellement. Je t'aime plus que tout au monde. Alors pourquoi m'as-tu donné du poison? » C'était la question qui allait au cœur de tout. L'amour était censé protéger, pas nuire. L'amour était censé choisir la sécurité plutôt que l'orgueil, la vérité plutôt que la commodité. Une mère qui aimait vraiment ses enfants ne leur aurait pas servi de la nourriture contaminée pour éviter d'admettre une erreur. Michel a regardé sa femme, vraiment regardé, et j'ai pu voir le moment où il a compris quel genre de personne il avait épousé. Quel genre de personne il avait défendu contre sa propre mère pendant 15 ans. « Sophie, j'ai besoin que tu ailles chez ta sœur pendant un moment, » a-t-il dit doucement. « Michel, non, s'il te plaît. Je ne peux pas te faire confiance en ce moment. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que cela signifie pour notre mariage, pour notre famille, et les enfants ont besoin d'espace pour digérer ça. Tu l'as choisie elle plutôt que moi, a dit Sophie, me montrant du doigt à travers l'entrebâillement de la porte. Ta mère paranoïaque plutôt que ta femme. Je choisis la sécurité de nos enfants plutôt que quelqu'un qui a mis du poison dans leur nourriture. La simplicité de la chose, la clarté, a semblé le surprendre. Pendant des années, il avait été forcé de choisir entre les exigences de sa femme et les sentiments de sa mère. Maintenant, il était confronté au choix entre la réputation de sa femme et la sécurité de ses enfants. Il n'y avait pas de débat. J'ai retiré la chaîne de ma porte et l'ai ouverte complètement pour la première fois de toute cette confrontation. Emma, Léo, voulez-vous entrer pour un chocolat chaud? Ils ont hoché la tête, passant devant leur mère sans la regarder. Sophie a fait une dernière tentative désespérée pour contrôler la situation. « Si tu m'enlèves mes enfants,
Je me battrai contre toi au tribunal. J'engagerai les meilleurs avocats que l'argent puisse acheter. Avec quel argent? A demandé Michel. L'argent que tu prends à ma mère depuis des années. L'argent que tu dépenses en vêtements et en vacances, tout en lui demandant de payer les fournitures scolaires de nos enfants? Le visage de Sophie s'est décomposé. Elle avait joué toutes ses cartes. Manipulation, manipulation psychologique, menaces, culpabilité, fausses accusations de maladie mentale, et avait perdu chaque main. Elle est finalement partie, seule et vaincue. Son parfait dîner de Noël révélé pour ce qu'il était vraiment. Une scène de crime déguisée en célébration familiale. Emma et Léo se sont assis à ma petite table de cuisine pendant que je préparais du chocolat chaud comme je le faisais quand ils étaient plus petits. Du vrai chocolat, du vrai lait, des guimauves s'ils en voulaient. Simple, réconfortant, sûr. « Mamie, » a dit Léo doucement, « je suis désolée que maman ait essayé de t'empoisonner. Je suis désolée qu'elle t'ait empoisonné aussi, mon chéri. » Emma regardait les bandelettes de test, toujours sur mon comptoir. Ça marche vraiment? Elles ont leurs limites, mais oui. Elles détectent la présence de substances toxiques. Tu nous as probablement sauvé la vie, a-t-elle dit. Si tu n'avais pas testé la nourriture, on en aurait peut-être mangé plus. Michel se tenait dans l'embrasure de ma porte, l'air perdu et épuisé. Maman, je suis désolée. J'aurais dû te croire depuis le début. Tu n'aurais pas pu savoir. J'aurais dû te faire confiance. Tu ne m'as jamais menti, et elle... Il a secoué la tête. Comment ai-je pu ne pas voir quel genre de personne elle était vraiment? Parce que tu l'aimais, et parce qu'elle était très douée pour faire paraître son comportement normal. Nous avons parlé tard dans la nuit, tous en train de digérer la révélation qui avait tout changé en l'espace de quelques minutes. Les enfants resteraient avec moi quelques jours pendant que Michel déciderait de la suite. Sophie avait accepté une séparation, avec des visites surveillées des enfants jusqu'à ce qu'elles suivent une thérapie et une gestion de la colère. En bordant Léo dans le vieux fauteuil de Daniel, il avait refusé le canapé, insistant sur le fait que le fauteuil était plus confortable. J'ai pensé à quel point cette journée avait été différente de ce à quoi je m'attendais en me réveillant. J'avais été préparée à une autre confrontation, une autre bataille dans la longue guerre d'usure qui avait défini ma relation avec Sophie. Au lieu de cela, la vérité avait éclaté. Non pas parce que je l'avais forcée, mais parce que la propre culpabilité et le désespoir de Sophie l'avaient trahie. La façade soignée qu'elle avait maintenue pendant 15 ans s'était fissurée sous la pression, révélant la personne calculatrice et dangereuse en dessous. Emma m'a aidé à préparer le canapé pour elle, bavardant sur son cours de chimie et sur le fait qu'elle voulait se spécialiser en criminalistique quand elle irait à l'université l'année prochaine. « Mamie, tu as vraiment eu peur cette nuit-là? » Après avoir testé la nourriture? Terrifiée, ai-je admis. Pas seulement à cause du poison, mais à cause de ce que cela signifiait. Que ta mère veuille me faire du mal au point de prendre de tels risques. Tu as peur maintenant? J'y ai réfléchi. Non. Je suis triste pour nous tous, surtout pour ton père. Mais je n'ai plus peur. Tant mieux. Parce qu'on a besoin de toi. Papa va avoir besoin d'aide pour tout, et Léo et moi, on veut passer plus de temps avec toi. Du vrai temps, pas seulement quand maman a besoin de quelque chose. J'adorerais ça, ma chérie. Cette nuit-là, allongée dans mon propre lit, dans mon propre appartement, entourée par les doux bruits de mes petits-enfants dormant en toute sécurité dans mon salon, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas connu depuis des années. La paix. Pas la paix fragile d'éviter les conflits, mais la paix solide de rester dans ma vérité et de l'avoir reconnue. De protéger ma famille en me protégeant d'abord moi-même. Le téléphone a sonné tôt le lendemain matin. La voix de Michel était épuisée, mais claire. « Maman, j'ai pensé toute la nuit à tout ce qui s'est passé. Pas seulement hier, mais au fil des ans. La façon dont Sophie t'a traité, la façon dont je l'ai laissé te traiter. Je dois m'excuser pour plus que de ne pas t'avoir cru à propos du poison. Michel, non, laisse-moi dire ça. J'ai été un fils terrible. J'ai laissé ma femme te pousser hors de nos vies parce que c'était plus facile que de gérer sa jalousie et ses problèmes de contrôle. J'ai pris ton argent, ton aide et ton amour, et je ne t'ai donné que des critiques et du mépris en retour. Je pleurais, mais c'était de bonnes larmes.
des larmes de soulagement, de reconnaissance et de possibilités de guérison. Je veux arranger les choses, a-t-il continué. Je veux que nous soyons à nouveau une vraie famille. Je veux que les enfants connaissent leur grand-mère, pas seulement quand ils ont besoin de quelque chose, mais parce que tu es importante pour nous. Parce que nous t'aimons. Je t'aime aussi, ai-je murmuré. Je sais que tu m'aimes. Et je suis désolée qu'il ait fallu quelque chose d'aussi terrible pour que je me souvienne de ce que cela signifie. Plus tard, ce matin-là, Emma et Léo m'ont aidé à préparer le petit déjeuner. Rien de sophistiqué, juste des œufs, du pain grillé et une vraie conversation. Emma m'a parlé de son petit ami et de ses candidatures à l'université. Léo m'a montré des dessins qu'il faisait, des bandes dessinées de super-héros complexes avec des scénarios qu'il développait depuis des mois. Il m'a frappé que j'avais manqué leur vraie vie pendant des années, n'obtenant que les mises à jour aseptisées que Sophie approuvait. Ces enfants étaient des personnes intéressantes, drôles, créatives avec leurs propres pensées, rêves et talents. J'avais été si concentrée sur la grand-mère que je n'étais pas autorisée à être que je n'avais jamais découvert la grand-mère que je pouvais devenir. Michel nous a rejoints pour le déjeuner et nous avons commencé à parler de la manière d'avancer. Sophie allait recevoir de l'aide, mais que leur mariage survive ou non, les choses seraient différentes à partir de maintenant. Je ferai partie de leur vie de manière significative. Les enfants seraient les bienvenus chez moi quand ils le voudraient. Les décisions familiales incluraient mon avis et ma perspective. Plus important encore, on ne s'attendrait plus à ce que j'achète ma place dans la famille avec de l'argent, des services et du silence. Je serais appréciée pour qui j'étais, pas pour ce que je pouvais fournir. Ce n'était pas une fin de conte de fées. La trahison de Sophie avait laissé des blessures qui prendraient du temps à guérir. La dynamique familiale qui avait permis son comportement devrait être abordée et changée. Il y aurait des problèmes juridiques à régler, des arrangements de garde à négocier, une thérapie pour toutes les personnes impliquées. Mais pour la première fois depuis des années, je ressentais de l'espoir. L'espoir que je pourrais avoir la relation aimante avec mon fils et mes petits-enfants que j'avais toujours voulu. L'espoir que ma voix serait entendue et respectée. L'espoir que le reste de ma vie pourrait être plus que simplement survivre à la solitude et à la négligence. 3 mois plus tard, je suis assise dans mon appartement à regarder le soleil se coucher, peignant les bâtiments de teintes dorées et roses. Emma est à ma table de cuisine en train de faire ses devoirs. Léo lit sur le canapé où il a passé au moins 2 nuits par semaine depuis ce terrible samedi où la vérité a éclaté. Michel passe presque tous les jours maintenant, parfois juste pour parler, parfois pour aider avec les courses ou les réparations. Il est comme le fils dont je me souvenais de son enfance, attentif, respectueux, véritablement intéressé par mes pensées et opinions. Sophie et moi n'avons pas parlé depuis ce jour dans mon couloir, mais j'entends dire qu'elle va mieux. La thérapie l'a aidée à comprendre les racines de son besoin de contrôler et de manipuler les autres. Que son mariage avec Michel puisse être reconstruit reste à voir. Mais les 2 enfants ont de nouveau une relation avec leur mère, supervisée et structurée, mais réelle. J'ai continué mes cours d'art et j'ai rejoint un groupe de randonnée pour seniors. Je prévois un voyage en Italie cet été, quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que je ne me suis jamais sentie libre de dépenser l'argent pour. Emma veut venir avec moi une partie du temps, un cadeau de fin d'études pour elle-même, et une chance de voir le monde à travers les yeux de sa grand-mère. Le centre social m'a demandé de diriger un groupe de soutien pour les personnes âgées confrontées à des conflits familiaux. Apparemment, mon histoire n'est pas aussi inhabituelle que je le pensais. Nous sommes nombreux là-dehors, parents et grands-parents qui ont été mis de côté par des familles qui nous voient comme des fardeaux plutôt que des bénédictions. Des gens qui ont confondu complaisance et amour, qui ont tellement donné d'eux-mêmes qu'ils ont oublié qu'ils avaient de la valeur au-delà de leur utilité pour les autres. Ça fait du bien d'aider les autres à trouver leur voie et leur valeur, de partager ce que j'ai appris sur la différence entre être seul et se sentir seul, entre être nécessaire et être respecté. Je garde toujours les bandelettes de test dans mon sac, non pas parce que je m'attends à en avoir de nouveaux besoins, mais comme un rappel. Un rappel que faire confiance à mon instinct est ce qui m'a sauvée. Que dire ma vérité est ce qui m'a libérée. Que refuser d'accepter un traitement inacceptable est ce qui m'a ramené ma vraie famille. Parfois, Léo me pose des questions sur ce Noël.
sur comment j'ai su qu'il fallait tester la nourriture, sur ce qui se serait passé si je ne l'avais pas fait. Je lui dis la vérité, que j'ai eu de la chance, que mes années de bénévolat m'ont préparé à reconnaître le danger, que la peur et l'amour m'ont motivé à agir quand il le fallait. Mais surtout, je lui dis que les familles sont censées se protéger les unes les autres, pas se faire du mal. Que l'amour ne vous demande pas d'accepter le poison, qu'il soit littéral ou métaphorique. Que maintenir la paix ne vaut pas de sacrifier votre sécurité ou votre dignité. Il est jeune, mais il comprend. Les enfants comprennent souvent des choses que les adultes préfèrent ignorer. Alors que je termine cette histoire, assise dans mon appartement chaleureux avec mon petit-fils lisant à proximité et les sons de la ville bourdonnant derrière mes fenêtres, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà été dans une situation où des membres de votre famille vous ont traité comme ayant moins de valeur que vous ne saviez en avoir? Avez-vous déjà dû choisir entre maintenir la paix et vous protéger? Avez-vous déjà découvert que des personnes en qui vous aviez confiance n'avaient pas vos meilleurs intérêts à cœur? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas impuissant. Votre voix compte, votre sécurité compte, votre dignité compte. Vous n'avez pas à accepter des miettes et à appeler ça de l'amour. Parfois, le plus grand cadeau que vous puissiez faire à votre famille est de refuser de cautionner leurs pires impulsions. Parfois, l'amour signifie fixer des limites qui protègent toutes les personnes impliquées. Parfois, la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de faire confiance à votre propre instinct plutôt qu'aux mensonges pratiques des autres. Si cette histoire a résonné en vous, ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. Partagez-la avec d'autres qui pourraient bénéficier de savoir qu'ils ne sont pas fous, qu'ils ne sont pas trop sensibles et qu'ils méritent mieux que ce qu'ils reçoivent. Votre soutien m'aide à continuer de partager ces vérités difficiles. Et peut-être, juste peut-être, cela aidera quelqu'un d'autre à trouver le courage de se défendre avant qu'il ne soit trop tard. Merci de m'avoir écouté. Merci de votre intérêt. Et souvenez-vous, vous comptez exactement comme vous êtes, peu importe ce que les autres vous disent. Le coucher de soleil est presque terminé maintenant, peignant mes murs d'une douce lumière rose. Emma a fini ses devoirs et me montre des photos des universités qu'elle envisage. Léo s'est endormi sur son livre, paisible et en sécurité. C'est ce que la famille est censée être. Pas une performance, ni achetée ou exigée, mais choisie, chérie et protégée. Ça valait la peine de se battre. Ça valait la douleur de me défendre. Ça valait la peine de découvrir qui je suis vraiment quand je n'essaie pas d'être ce que tout le monde a besoin que je sois. Et ça, mes amis, c'est la leçon la plus importante de toutes.